BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec cette reprise dans Objectif Raison d'être. Alors, temps de crise oblige, cette semaine nous mettons à l'honneur le secteur de l'agroalimentaire. Nous allons vous partager le contexte de ces entreprises qui fleurissent ou qui subissent justement cette crise. Alors pour ce faire, nous recevons la marque alimentaire qui a connu la plus importante croissance depuis son lancement il y a 4 ans. Et face à lui, le challenger de la semaine est un réseau spécialisé dans le circuit court depuis 9 ans. Alors, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et surtout, ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Alors cette semaine, notre dirigeant engagé, c'est Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, c'est le fondateur de la marque du consommateur C'est qui le patron. Je le rappelle, c'est la première marque qui a été créée par les consommateurs il y a 4 ans. Elle compte aujourd'hui près de 15 millions de consommateurs. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour Cyril. Et à vos côtés, le challenger de la semaine, c'est Grégoire de Tilly. Bonjour Grégoire. Bonjour Cyril, bonjour Nicolas. Vous êtes le président directeur général de La Ruche qui dit oui depuis 2 ans. C'est un réseau qui existe depuis 9 ans. Et on le rappelle, c'est un réseau qui met en relation des producteurs locaux, donc notamment 10 000 dans toute l'Europe, avec des consommateurs, avec un système de ruches. Alors les ruches, ce sont des lieux où les consommateurs peuvent venir récupérer leur panier. Alors en France, vous comptez 750 points de distribution, 160 000 membres actifs et donc plus de 5 000 producteurs en France. Nicolas Chaban, C'est qui le patron? C'est une coopérative où actuellement vous avez 10 000 sociétaires, vous avez référencé près de 37 produits, du beurre, du lait, des œufs. Votre initiative, on la rappelle, elle est complètement disruptive, vous l'avez lancée il y a 4 ans, vous donnez le pouvoir décisionnel au consommateur de fabriquer le produit, mais surtout de rémunérer au juste prix des producteurs et vous travaillez notamment avec 3000 familles de producteurs en France qui fixent eux-mêmes le niveau de rémunération et vous avez vendu près de 190 millions de produits sans pub, sans commerciaux en 4 ans. Aujourd'hui, on le sait, le secteur agricole est bouleversé et beaucoup de petits exploitants, bien évidemment, s'inquiètent sur l'avenir de leur exploitation. Tout d'abord, quels sont les liens aujourd'hui, Nicolas Chaban, entre la FNSEA, le premier syndicat agricole, et le monde agricole qui s'inquiète justement des difficultés économiques qui touchent beaucoup de filières comme la pomme de terre ou encore le cours du lait qui baisse et où il va y avoir sans doute des risques de surproduction? Il y a une relation historique entre le syndicat et évidemment les producteurs, le syndicat principal. Nous, côté consommateurs, on n'a jamais été finalement directement dans ce triangle-là. On a créé un rendez-vous un peu différent qui connectait les consommateurs que nous sommes, avec des nouvelles attentes, et le producteur qui, lui, avait besoin d'un soutien et de vivre de son métier. C'est d'abord ce rendez-vous-là qui a créé le début de l'histoire de C'est qui le patron. Et finalement, ce socle-là, c'est un rendez-vous qui crée de la traçabilité. On sait qui fait le produit. On peut, en rajoutant des centimes pour aider le producteur à avoir aussi des produits de qualité. Voilà, c'est à un autre niveau que ça s'est joué. Mais évidemment, tous les acteurs ont une place dans l'avenir de ce que la consommation doit devenir finalement. Et quel choix politique, Nicolas Chaban, faudrait-il faire afin qu'il soit courageux pour que notre transition alimentaire soit surtout plus résiliente et plus juste auprès de nos exploitants français? Les choix politiques, moi je laisse ça évidemment, on laisse tout ça au monde politique parce que ça fait des années que sans doute ils font un maximum d'efforts, il doit y avoir des entraves qu'on sous-estime ou qu'on ne connaît pas, mais je crois qu'il y a une ère nouvelle côté consommateur, c'est que on est passé un peu de l'attente de ce que peut faire le monde politique, il y a du dépit et puis maintenant on a décidé, je crois, de prendre les choses en main, d'agir. C'est une belle consolation, l'action, quand on est dans une situation un peu comme celle-là qui est accentuée par la crise. On se rassemble, on se parle sur les réseaux sociaux, on décide ensemble de faire des choses qui ont finalement un peu de sens. On a de la bienveillance en commun, on a du bon sens en commun. Et finalement, est-ce que la politique de demain ne passera pas par le relais direct des citoyens? Si on décide avec notre carte bleue d'agir et de décider d'achats un peu différents, plus équitables, plus durables, plus en protection de l'environnement, à notre niveau, à nous, plus que n'importe quelle décision politique, on aura une influence directe sur le monde. Donc peut-être que c'est ce rendez-vous-là aussi qui est l'avenir d'une politique plus démocratique.
Alors on l'a vu avec cette crise sans précédent, il y a des marques qui subissent, mais aussi d'autres qui fleurissent durant cette crise. Et vous, la marque du consommateur, C'est qui le patron, a connu en un mois, vous avez fait plus de 200 000 € de gains et vous avez explosé vos records en termes de vente, comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs, notamment au niveau des pâtes ou encore de la farine. Et vous avez décidé de lancer un fonds de solidarité consommateur des citoyens avec ces gains supplémentaires. C'est bien ça? Oui, c'est une très belle décision collective, puisque c'est une coopérative. On s'est rendu compte qu'il y avait des ventes évidemment en très forte progression. C'était bien involontairement, mais on était en train de s'enrichir au moment où d'autres étaient en train d'être en grande difficulté. Donc on s'est dit, dans une crise collective partagée par tous, il faut qu'on partage et qu'on rééquilibre un peu les choses. Donc on a pris ces 200 000 €, on les a mis dans un fonds. Ça a été voté par les sociétaires, 97,8% de oui, ça a été un oui massif. Et finalement, on a créé ce fonds de solidarité des consommateurs et citoyens. C'est nous, consommateurs citoyens partout en France, qui allons voir les commerçants en difficulté, les gens qui sont en souffrance à cause de la crise, et on ramène des moyens pour leur permettre de passer ce cap un peu difficile. Voilà, et depuis d'autres acteurs ont suivi, Panzani, LSDH, le groupe Carrefour. Donc peut-être aussi que c'est un espoir de reconsidérer aussi cette part d'équilibre entre ceux qui gagnent à un moment donné et ceux qui perdent. Comment vous expliquez le fait que Carrefour ou Panzani vous aient rejoint sur ce fonds de solidarité que vous avez lancé? Elles ont une obligation, vous pensez, en temps de crise? C'est assez symptomatique. Quand on a initié ça au début, on voulait déjà le faire nous. Et puis après, c'est dans la presse qu'on nous a un peu dit, mais finalement les autres, pourquoi ils ne le font pas? Et j'ai reçu un jour un appel du patron de Panzani, qui au début, était un peu dans une zone de contraste, c'est-à-dire que. Et puis, en quelques minutes, il s'est dit, mais c'est une évidence. On ne peut pas, à un moment donné, nous vendre des milliers d'euros de pâtes supplémentaires à des gens qui eux-mêmes sont en souffrance. Et voilà comment, au nom, je pense, d'un bon sens collectif et puis d'un devoir de le faire, ils ont ramené des sous dans le fond. Et Carrefour, c'est pareil, ces grands groupes, aussi gros soient-ils, ils savent que l'avenir demain passera par autre chose que le modèle d'avant. Il faut, en périphérie de son système et de son business, avoir un rayonnement sur un équilibre qui appartient beaucoup plus à la vision du consommateur. Vous ne pouvez plus être dans un tunnel en étant une marque et puis vous dire que ça passera toujours comme ça, le tour de magie de la com fonctionnera. C'est pas vrai. On est tous dans un même bateau, on se parle avec les réseaux sociaux, les consommateurs se mettre dans l'oreillette des grands dirigeants et c'est ça qui peut changer positivement les choses. En parlant de Carrefour, quelle est d'ailleurs votre position actuellement sur la réaction de la grande distribution actuellement, sa réaction face à la crise? Alors, j'essaie toujours d'équilibrer parce qu'il ne faut pas tomber dans une caricature, c'est important. Il y a notamment les très gros hypermarchés qui sont en baisse de chiffre d'affaires. Tout n'est pas en progression. Les petits magasins, les proxys sont un peu plus privilégiés. Donc il ne faut pas être dans une vision caricaturale des choses, mais au-delà de la crise actuelle, tous ces grands groupes sont confrontés à un problème de logiciel. Vous avez des équipes constituées depuis des années à partir d'une réflexion et d'une vision du marché qui était souvent en push, qui était moins perméable à la co-création. Et puis là, les consommateurs, les véritables patrons du patron de Carrefour, de Leclerc ou d'Auchan, disent le monde, on le veut différemment. On veut être entendu, on veut que nos attentes aillent jusqu'à l'entreprise qui vend le produit. C'est pas juste un beau produit qu'on veut, qui a du sens. On veut que l'entreprise qui récupère notre argent en fasse quelque chose de bien. Donc ce changement de paradigme, il accélère tout. Et tous les grands groupes et grandes marques le savent. L'avenir sera fait d'un autre équilibre. Donc maintenant, c'est à eux d'être assez souples et agiles pour s'indexer à ce qui est déjà une évidence chez nous tous, consommateurs et citoyens, c'est qu'on ne voudra plus du monde tel qu'il était fait avant. En parlant de changement de paradigme, actuellement la transition alimentaire, on le voit, elle est en pleine mutation et il y a également les circuits courts qui ont été plébiscités par les Français, qui est en pleine explosion. Là, c'est surtout l'approvisionnement alimentaire qui est véritablement au cœur de toutes nos préoccupations. Grégoire de Tilly, vous qui dirigez La Ruche qui dit oui, vous confirmez cette tendance ? Oui, complètement. En fait, on a une demande qui a vraiment explosé. Nous, on a le nombre de commandes dans les ruches françaises qui a été multiplié par 3. Plus de 30 000 nouveaux clients, c'est ça? Ouais, 30 000 nouveaux clients sur 200 000 en France, donc c'est beaucoup.
Et on a un panier qui a augmenté de 42%. Donc ça, c'est vraiment positif. Et puis, on a une grosse frayeur au début parce qu'on a beaucoup de ruches qui ont fermé, nos ruches et nos points de distribution. Et tous nos responsables de ruches sur le terrain, souvent avec l'aide des municipalités, ont réussi à trouver des lieux alternatifs. Et donc là, on a retrouvé un réseau équivalent au début de la crise. Et ça, c'est extrêmement positif pour les producteurs qui peuvent assurer leur distribution dans des super conditions. Et donc aujourd'hui, vous avez également plus de 300 nouveaux producteurs, donc depuis 2 mois, qui ont rejoint votre plateforme? Ouais, c'est exactement ça. Après, ce qui est toujours vraiment intéressant et ce qui nous différencie, c'est que nous, on fait vraiment du local. C'est-à-dire que tous les producteurs qui nous rejoignent sont des producteurs qui sont proches des lieux de distribution. Et juste pour mémoire, nous, la distance moyenne entre une ruche et un producteur, c'est moins de 50 km, c'est 49 km exactement. Donc ça, c'est extrêmement, je pense, positif. Et l'autre point qui est extrêmement important pour les producteurs, c'est que c'est le producteur qui fixe son prix. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important versus les systèmes existants. Et ensuite, nous, on est extrêmement transparent sur la commission que nous et le responsable de ruche vont toucher, qui est à peu près de 20%. Et donc, c'est pour ça que dans un marché où les producteurs ont perdu très souvent les marchés traditionnels, la restauration, ainsi de suite, la ruche qui dit oui est une super alternative pour toucher les consommateurs en direct dans des conditions qui sont extrêmement favorables pour les producteurs. Et vous travaillez également avec de nouveaux fournisseurs? Alors nous, nos fournisseurs, en fait, c'est les producteurs. On travaille qu'avec des petits producteurs en direct. Et vous instaurez bien évidemment tous les gestes barrières requis, recommandés? Oui, complètement. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la ruche qui dit oui, c'est un réseau de 750, j'allais dire, entrepreneurs sur le terrain qui animent leur propre ruche. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'innovations qui ont été mis en place. La règle, bien sûr, c'est de respecter tous les gestes barrières. Après, il y a des créneaux qui sont mis en place pour respecter ça. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites vis-à-vis des soignants, vis-à-vis des personnes qui assurent la logistique et ainsi de suite, avec des paniers solidaires. Il y a aussi des distributions qui sont faites pour les personnes âgées. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on est un réseau décentralisé et du coup, les initiatives viennent du local et du terrain. Nous, on est surtout là pour faire en sorte de pouvoir guider ces initiatives. Et puis après, on est aussi une entreprise de tech, donc il faut s'assurer que derrière, les systèmes informatiques, les fonctionnalités qu'on propose tiennent la route avec la forte hausse de volume qu'on connaît actuellement. Nicolas Chaban, ça vous surprend pas cette explosion du circuit court là en pleine crise? Non, ça va durer. Et les ruches, c'est une très belle initiative. Pourquoi? Parce que au-delà de consommer des produits proches, frais, de proximité, il y a une autre notion, c'est que je donne mon argent localement à quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Donc je vais lui permettre de venir redépenser peut-être chez un membre de ma famille ou peut-être mon propre commerce. Donc cet argent aussi en local est un avenir important. Puis après, il y a la transparence, la traçabilité, savoir comment est fait le produit et avoir la capacité d'aller voir le producteur. C'est autre chose que se demander d'où vient la viande du bout du monde dont on ne connaîtra jamais l'histoire. Et Grégoire de Tilly, de la ruche qui dit oui, vous en pensez quoi du fonds de solidarité de C'est qui le patron? Ça, c'est forcément, j'allais dire, une bonne initiative. Nous, là encore, on n'est pas du tout pour opposer les systèmes. Tout ce qui est en faveur des producteurs est une bonne chose. J'allais dire, l'exemple le plus extrême, c'est la grande distribution. Nous, on est en disruption totale avec la grande distribution. C'est un modèle qu'on cherche complètement à éviter, en particulier pour qu'il y ait une juste rémunération des producteurs. Je suis un peu abasourdi quand je vois que la grande distribution, avec la crise actuelle, réalise qu'il faut faire plus d'approvisionnement en local, qu'on dit local en tous les cas en France. Nous, ça fait partie de notre ADN, mais après, toute initiative qui est en faveur des producteurs, qu'ils soient petits ou gros, idéalement avec une agriculture qui est raisonnée, ça va forcément dans le bon sens. Vous avez lancé, j'allais dire Didier Guillaume, Grégoire de Tilly avec votre plateforme justement pour recueillir des bénévoles pour faire la récolte. Et il y a également la plateforme du gouvernement pour aider nos agriculteurs face à la pénurie de main d'œuvre qui s'appelle Des bras pour ton assiette, qui a déjà soutenu près de 12 000 exploitations et il y a déjà 300 000 inscriptions sur la plateforme gouvernementale. Vous en pensez quoi? Parce que vous avez fait la même chose en parallèle. Alors si on a fait la même chose, c'est qu'on pensait que c'était une bonne idée au départ. Après, pour être très transparent là-dessus, on a eu beaucoup de demandes de la part effectivement de nos membres. Nous, on ne parle pas de clients parce qu'on est vraiment une communauté. En revanche, on n'a pas eu tant de demandes que ça de la part des producteurs.
Là encore, c'est parce que nous, on travaille avec des petits producteurs, des producteurs qui sont des producteurs locaux. Ils ne font pas venir de la main-d'œuvre de pays européens ou de l'autre bout du monde. Et donc, ils n'ont pas été particulièrement touchés par des déficits de main-d'œuvre parce qu'ils ont souvent des exploitations qui sont petites, avec de la polyculture, pas forcément de façon intensive. Et donc, on ne se retrouve pas non plus avec des centaines d'hectares ou des dizaines d'hectares d'une seule culture avec un besoin immédiat de main-d'œuvre. Et donc, c'est pour ça que finalement, on n'a pas eu une demande si forte de la part de nos producteurs. Nicolas Chaban, selon vous, en sortie de crise, quels vont être les nouveaux enjeux des circuits courts pour perdurer sur cette tendance-là? De se renforcer encore sur la notion de transparence, c'est-à-dire que la force du local, hein, on l'a dit tout à l'heure, et la ruche qui Louis le montre, c'est que je peux, si je le veux, aller voir le producteur qui est pas loin de chez moi. C'est pas rien au moment où on a cette crainte, une perte de repères, on a besoin de rebaliser un peu le monde à partir de repères un peu de proximité. Donc je crois qu'il faut que ce soit effectivement très transparent, qui fait mon produit, comment. La notion aussi de rémunération et de transparence de la rémunération, ce qu'on a fait nous aussi avec C'est qui le patron, vous voyez sur les réseaux sociaux le détail exact de la répartition de qui gagne quoi sur un produit. C'est une information qui me paraît essentielle pour la suite, parce qu'il y a une notion forte chez tout le monde, c'est qu'est-ce que vous faites de mon argent? Et c'est valable pour nous comme tout le monde. Vous en faites quoi? Est-ce qu'il alimente un monde qui me ressemble? Est-ce que vous êtes en train de façonner le monde à partir de mes valeurs ou pas? Donc la transparence totale, c'est un avenir, à mon avis, de toute forme de commerce désormais. Et Nicolas Chaban, quel est votre avis sur les conséquences de cette crise sur les foyers, les personnes qui ont des pertes de revenus, qui sont en chômage partiel, avec justement les produits peut-être les moins chers, donc du coup ceux qui sont peut-être plus riches en calories, tous ceux qui ne peuvent pas s'alimenter de manière plus saine. Quelles vont être les conséquences de la crise? C'est vrai que c'est un vrai problème, parce que ça accentue encore les situations de précarité. On a cette famille-là qu'on n'oublie jamais, nous, parce que quand on crée un produit et qu'on rajoute des centimes pour un producteur, ça peut être des centimes encore difficiles pour d'autres, pour une famille de gens qui ne peuvent pas se payer ces produits-là. Mais si on se rassemble, peut-être qu'à un moment donné, si on est suffisamment nombreux, et on a une initiative, nous, qui a démarré en ce sens, et qu'on est capable de livrer massivement des produits qui ont du sens pour nous tous, à ce moment-là, on peut aussi faire baisser le prix des produits en les massifiant. Alors, on va en revenir. Grégoire Dutilly, je vous annonce que vous avez un concurrent en face de vous, sur le système de livraison. C'est qui le patron lance la livraison des consommateurs, c'est tout nouveau. Qui en seront les bénéficiaires? Comment ça va fonctionner, Nicolas Chaban? Bon, alors, c'est pas un concurrent de la ruche, qui est un grand frère qui le fait depuis longtemps, et on peut d'ailleurs peut-être imaginer des ponts. Nous, l'idée, elle est très simple. Voilà, on a au départ, cette famille des 14 millions d'acheteurs de produits C'est qui le patron, les sociétaires, cherchent des produits partout. Tous les jours, on a des messages en nous disant « Mais comment se fait-il qu'on ne les trouve pas quelque part ?» Donc les sociétaires, finalement, ont demandé à ce qu'on... ou bien on crée des magasins en propre, ce qui est quand même pas facile et c'est pas dans notre philosophie, ou alors peut-être de faire des livraisons groupées, où on pourrait tous, dans finalement un coin de France, commander. Et ça a une grande vertu, parce que quand vous avez des commandes groupées, on arrive à des livraisons gratuites, c'est beaucoup plus écologique, et c'est parti de ça l'idée. Et puis à un moment donné, quand on a aidé les commerçants qui étaient en difficulté, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des restaurants, des brasseries, des gens qui étaient à l'arrêt parce que le Covid a fermé des commerces et des établissements. Et là, on a associé les deux, et on s'est dit, on va faire des livraisons groupées, de produits C'est qui le patron, mais pas que, il y aura d'autres produits qui vont correspondre aussi aux attentes des consommateurs. On se rassemble, on agrège nos commandes. À un moment donné, il y a le curseur qui passe au vert. Ça y est, cette commande, elle est suffisamment rentable pour aller jusqu'à ce groupe de personnes qui est commandé. Mais en plus, ça va aider le commerçant qui perçoit un dédommagement qui devient évidemment un soutien pour lui. Donc voilà, c'est très nouveau. On va essayer d'aider des gens en difficulté en amenant les produits vers ceux qui les recherchent. Merci Nicolas Chaban. Et juste pour terminer cette première partie, la livraison des consommateurs va être effective à partir de quand? Alors là, on est en train de rassembler sur une carte de France tous ceux qui veulent participer. On est en train d'identifier tous les commerçants en difficulté pour finalement que tout le monde se connecte. Et une fois qu'on a rassemblé tout ça, on va faire dans quelques jours
les premières livraisons. Il y a déjà eu des tests et c'était assez merveilleux de voir à la fois des bons produits rassemblés et livrés et quelqu'un qui est en difficulté retrouve le sourire parce que ça l'aide. Depuis que son restaurant est fermé, il n'a plus aucun revenu. Donc on essaie de créer de la valeur de cette façon-là aussi. Merci beaucoup Nicolas Chabanne de C'est qui le patron, Grégoire de Tilly de La Ruche qui dit oui. Merci à vous deux. Et depuis le début, vous le savez, il y a une experte qui vous écoute et qui travaille notamment chez Deloitte, notre partenaire. Et elle va notamment nous donner votre avis, son avis sur cette première partie. On accueille tout de suite le débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Bonjour Marie-Georges, vous êtes associée responsable de Deloitte Développement Durable. Alors vous avez écouté cette première partie entre C'est qui le patron et La Ruche qui dit oui. Alors pour vous, c'est quels sont les grands gagnants de cette crise? Bonjour Cyrielle, bonjour Nicolas, bonjour Grégoire. Moi, ce qui m'apparaît en vous écoutant, c'est vraiment qu'on a là des initiatives qui redonne le pouvoir aux deux extrémités de la chaîne agroalimentaire, redonner le pouvoir aux consommateurs qui vont faire le cahier des charges des produits C'est qui le patron, et redonner le pouvoir aux producteurs, comme par exemple le producteur de La Ruche, qui fixe leur prix. Donc ça me paraît quelque chose de très important, qui est accentué par cette crise, cette prise de pouvoir du consommateur et du producteur, ce souci qu'a le consommateur du producteur. Aujourd'hui, les gens mangent bio davantage. Pourquoi? Parce que le bio, c'est le soutien aux producteurs locaux. C'est aussi le souci de la santé dans cette période de crise. Donc, c'est l'environnement et la santé qui sont remis ensemble. Donc, on voit le bio, on voit l'explosion des circuits courts, des commerces de proximité. On voit aussi, et ça me paraît vraiment très important, la valeur qui est donnée à l'alimentation. En temps de crise, dans cette période de confinement, les moments de repas, ce sont les moments de convivialité, les moments de partage. Ce souci, je le disais, à la fois de la santé, à la fois des petits producteurs, de manger bien, de manger sain, de soutenir la production française. Il y a là, à mon avis, quelque chose qui existait avant la crise, qui est une tendance de fond, mais qui est renforcée par cette crise et qui, je pense, va se développer de manière durable. Donc ça ne vous surprend pas qu'il y ait une explosion, en tout cas, C'est qui le patron et La Ruche qui dit oui, donc font partie, on l'a bien compris dans cette émission, des entreprises qui fleurissent en temps de crise, mais il y a également des fonds de solidarité qui se créent quand il y a plus de gains, on l'a vu avec le fonds de solidarité de C'est qui le patron. Concrètement, comment faire pour... Parce qu'on parle des exploitants qui travaillent en circuit court, etc., mais il y en a beaucoup qui subissent cette crise. Comment faire pour davantage les aider? Alors, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de passage à l'échelle et de transformation globale du modèle agroalimentaire. C'est-à-dire voir comment on peut déployer ces initiatives, comme celle de Nicolas et de Grégoire, les déployer à très grande échelle et changer profondément le paradigme, changer profondément le système agroalimentaire en développant les pratiques agroécologiques pour les producteurs, en faisant intervenir et en réconciliant, créant du lien entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, les agriculteurs, les industriels de la transformation, les distributeurs et on l'a vu, les consommateurs. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, un changement global de système qui doit se mettre en œuvre. Et je voulais rappeler qu'un agroalimentaire durable, c'est-à-dire pérenne, c'est-à-dire soutenable, c'est un système agroalimentaire qui arrive à cumuler, à concilier 4 dimensions. La dimension environnementale, la dimension santé, la dimension sociale et la dimension prix. Ces 4 dimensions, elles sont fondamentales, elles sont toutes les 4 composantes d'un modèle agroalimentaire durable et elles sont difficiles à concilier. L'environnement, c'est les pratiques agronomiques qui permettent de ne pas épuiser les ressources en eau, de ne pas émettre trop de gaz à effet de serre, de ne pas compromettre la biodiversité. C'est la santé des consommateurs avec les qualités nutritionnelles des produits. N'oublions pas que si la terre est en mauvaise santé, ceux qui mangent les produits de la terre ne peuvent pas être en bonne santé. Merci beaucoup. Le social, non, je termine Cyrielle, pardon. Le social, c'est très important, c'est ce dont on parlait là. C'est les conditions de vie décentes pour les agriculteurs, la juste rémunération, la contractualisation. Vous me demandiez comment on peut soutenir les agriculteurs. C'est très clair.
On peut les soutenir au-delà des circuits courts et des débouchés offerts par la ruche, par exemple. On peut les soutenir en demandant à ceux qui leur achètent leurs produits, la grande distribution, le hors domicile, la restauration, de développer des relations de contractualisation, de surprimes pour les agriculteurs qui ont des pratiques environnementales vertueuses, par exemple. Merci Marie-Georges, on doit continuer. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris le message pour soutenir, nos exploitants. Merci beaucoup pour votre regard et on passe maintenant à l'impact de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Alors cette semaine, l'impact de la semaine, c'est une étude. On ne pouvait pas ne pas vous la partager. Et surtout ici, dans Objectif Raison d'être, on s'en réjouit. Elle vient de Fidélité Internationale qui vient de sortir une étude qui a notamment comparé en période volatile du 19 février au 26 mars 2020 près de 2600 entreprises à partir de son système de notation environnementale, sociale et de gouvernance. Vous savez, les fameux critères ESG. Et il en ressort que les sociétés qui sont les mieux notées sur ces critères ESG, eh bien, résistent mieux à la fois sur les marchés actions et obligatoires par rapport aux autres. En résumé, elle démontre, cette étude, qu'il existe donc une corrélation positive entre les performances boursières d'une entreprise et cette fameuse notation ESG. Alors, j'ai vu cette semaine également, c'est la même chose dans un article sur Bloomberg Green qui dit dans son article, je vous recommande de lire, intitulé « La durabilité se redéfinira probablement à l'ère du Covid-19, cela peut être nécessaire ». Alors, peut-être, Nicolas Chaban, voyons-nous ici nécessité d'intégrer dorénavant l'analyse extra-financière dans l'évaluation des sociétés? Non, vous ne pensez pas dans un avenir proche? C'est pas un avenir proche, c'est maintenant. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'achètera pas même un produit avec de la valeur ajoutée si à l'autre bout, l'entreprise qui le vend n'est pas exemplaire sur des aspects importants comme évidemment l'environnement, la dimension sociale. Une petite info. Rapidement, on a créé très rapidement. dans le cadre de C'est qui le patron un atelier qui permet d'aller connecter maintenant des logiciels sur la comptabilité directement des fabricants. Ils le font bien volontiers parce qu'ils savent que c'est important pour pouvoir vérifier toutes les données qu'ils avancent, notamment les données RSE. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'outils nouveaux qui nous permettent à nous consommateurs de savoir exactement où va notre argent et à quoi il sert. Merci beaucoup Nicolas Chaban. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes trois invités. Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, Grégoire de Tilly, directeur général de La Ruche qui dit oui, et bien évidemment à mon expert de chez Deloitte Développement Durable, Marie-Georges. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très belle semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.